Bonjour tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire, le premier de l'année 2025. On vous souhaite d'ailleurs tous et toutes une bonne année, une bonne santé et la famille surtout. J'adore dire ça. Moi, je voulais ajouter que je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous envoyer de l'argent par Presse et Pluralisme pour nous aider, nous accompagner et qu'on saura en faire bon usage. Merci beaucoup. Elle a raison, je m'associe à ces remerciements. Aujourd'hui, on voulait traiter de deux sujets. On va bien sûr revenir sur la gauche française, ce qui se passe au nouveau Front populaire, les tractations qu'il y a entre une partie du nouveau Front populaire et le gouvernement de François Bayrou. Mais d'abord, on voulait vous parler de l'extrême droite mondiale qui est un peu en ébullition en ce moment. C'était l'objet de la newsletter de vendredi, newsletter à laquelle je vous enjoins de vous abonner. C'est gratuit, quotidien et absolument génial. Je ne sais pas si c'est absolument génial, mais en tout cas, on en a vraiment de bons échos et les gens sont plutôt contents de la lire. De la cam. Oui, c'est de la bonne cam. Oui, c'est de la bonne cam et puis ça vous prend pas un temps de fou, quoi. C'est des formats qui sont adaptés à la vie moderne, on va dire. Donc, Donald Trump, il n'est pas encore président des États-Unis d'Amérique. Il est, comme on dit aux États-Unis, President Elected. Il sera intronisé le 20 janvier prochain. Pour autant, il a déjà commencé à imprimer sa marque à la fois aux États-Unis et dans le monde. Il multiplie les interviews, les communications, alors notamment par le biais de Twitter, qu'il affectionne tout particulièrement. Donc il a fait plein d'annonces à plein d'endroits différents. Donc déjà, il veut exclure les trans des écoles et de l'armée. Il a proposé, il enjoint, mais de façon très musclée, les pays, notamment occidentaux, à augmenter leur budget militaire parce que en gros, il veut, comme il l'avait déjà préfiguré dans son premier mandat, se retirer un peu de l'OTAN et dire nous on veut pas être le paratonnerre de tout le monde, c'est pas à nous d'assumer les dépenses mondiales en matière militaire. Bon, je crois que ça va au-delà de ça là, mais bon, vas-y. Après. Il a dit oui, si le 20 janvier, le jour de la cérémonie, le jour où il deviendra président des États-Unis d'Amérique, il y a encore des otages, les otages ne sont pas libérés par le Hamas, il veut déclencher l'enfer sur la région. Donc c'est très très menaçant. Il veut toujours expulser 20 millions de migrants illégaux. Donc voilà, il y a toutes ces propositions. Oui, il veut annexer le Canada, le Panama et le Groenland et acheter le Groenland. Bon, voilà, c'est une grande nouvelle. Donc, il n'a pas perdu de la visée impérialiste des États-Unis. Enfin, ça reste toujours dans leur logiciel profond. Donc tout le monde réagit, ne réagit pas, enfin le regarde. Pour l'instant, ce n'est que du discours, puisqu'il n'est pas président encore, mais c'est très inquiétant. Alors, il y en a qui ont qui ont bien compris qu'il allait devenir président et qu'il y a des choses qui allaient changer. C'est les patrons de la tech américaine, notamment les patrons des GAFAM, qui, franchement, on peut le dire de façon cash, vraiment lui ont prêté allégeance. Alors, bien sûr, il y a Elon Musk qui est le patron de Tesla, Starlink, mais aussi de X, l'ancien qui s'appelait avant Twitter, qui lui fait sa campagne depuis le début, ils sont meilleurs amis, etc. Il est intervenu dans tous ses meetings. Mais il y a aussi plus récemment donc Tim Cook, le patron d'Apple, qui a annoncé avoir donné $1 million pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump, et Mark Zuckerberg aussi. Pareil, 1 million pour la cérémonie d'investiture. Il est allé un peu plus loin, Mark Zuckerberg, parce qu'il a fait une vidéo dans laquelle il a face caméra, où il annonce dans la suite de Musk, finalement, c'est ce que Musk avait fait il y a 2 ans, la dérégulation de ces différentes plateformes. Je rappelle que Mark Zuckerberg, il est le patron de Meta, qui regroupe plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Et il a annoncé
une politique de dérégulation, une politique de dérégulation sur ces plateformes, c'est-à-dire en gros, il y avait jusque-là une censure lorsque, par exemple, vous insultiez une autre personne ou que vous balanciez une fake news, Instagram, Facebook vous censurait. C'est-à-dire, il empêchait la publication de votre message. Eh bien, demain, il y aura un changement de ces conditions générales d'utilisation, comme on dit, les CGU, qui vous permettra de menacer de mort une autre personne, de dire n'importe quoi sur à peu près tout. Il y a un exemple qui a été donné. Par exemple, il sera possible de dire que les homosexuels sont des déficients mentaux, voilà, ou sont une dégénérescence. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui sera possible dans le Facebook et dans l'Instagram de demain. Donc en ça, il s'aligne parfaitement sur la politique que Donald Trump avait impulsée à Twitter. Et vraiment, et donc, je disais tout à l'heure, il lui prête allégeance, c'est à peu près clair. T'étais pas d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la profondeur de ce qu'il propose au niveau mondial? Oui, en fait, je voudrais essayer de caractériser comment je vois à l'instant T, et ces sujets à évoluer, mais en tout cas, comment je vois Donald Trump et son accession au pouvoir. Ce que je pense, c'est deux choses. C'est que la première, celle qui domine et qui me paraît être vraiment massivo-massive, c'est que c'est un ogre est arrivé au pouvoir pour faire de l'argent. C'est ça qui est absolument sidérant dans ce qui est en train de se passer. Alors la confusion des genres entre le public et le privé, je trouve que s'incarne dans ce défilé permanent de gens qui vont dans sa résidence personnelle à Mar-a-Lago. Je trouve ça incroyable. Enfin, je veux dire, il reçoit tous les chefs d'État, tous des dirigeants d'entreprise, etc., qui viennent, comme tu dis, faire allégeance. On a l'impression d'être dans la scène du parrain, tu sais, où tout le monde vient lui baiser la main. Voilà, on vient lui baiser la main. Et donc, il y a une vraie confusion des intérêts publics et des intérêts privés. Et il a décidé d'être celui qui sera l'homme des affaires. Et on peut entendre ainsi les prises de position qu'il a eues sur les enjeux les plus considérables, on va dire, c'est-à-dire le fait qu'il veut capter toute la richesse au Groenland, qu'il veut annexer, faire rentrer le Canada comme 51e État, qu'il veut reprendre le contrôle de Panama, c'est-à-dire qu'en fait, il veut créer les moyens trouver les ressources qui vont permettre à l'industrie de l'armement, et c'est pour ça, c'était sur ça que je tiquais, parce que je pense que c'est pas simplement qu'il veut se défaire de la protection des États qui sont membres de l'OTAN, ils veulent qu'ils achètent des armes. Ils vont acheter des armes à qui? Bon, à Dassault Systèmes, entre parenthèses, et essentiellement à l'industrie américaine. Donc en fait, ce passage qu'il exige de 2% du PIB à 5% du PIB, donc 3%, on voit le cirque qu'il y a là sur les histoires de dépassement, 3%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup plus que doubler partout les dépenses militaires. Et ça va être très, très bon pour l'industrie militaire américaine. Industrie militaire américaine dont on sait que par ailleurs, elle est le levier des industries de recherche, c'est vraiment on emploie beaucoup moins cette expression maintenant, mais le complexe militaro-industriel, aux États-Unis, ça a du sens. C'est-à-dire que c'est vraiment intégré, c'est un système, et que donc c'est cet argent-là qu'il veut capter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il veut prendre toutes les richesses des sous-sols, les énergies, pour permettre à toutes les industries américaines de se développer. Donc pour moi, la première caractérisation de Donald Trump, c'est il veut bouffer tout pour faire grossir les grandes entreprises américaines, alors c'est les GAFAM, mais pas seulement les GAFAM, les grandes entreprises américaines. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a deux autres choses qui sont dans un deuxième plan, mais qui néanmoins sont très présents d'ores et déjà. C'est qu'il a une visée stratégique sur le monde.
tout le monde, là, moi je n'ai pas tout à fait ces compétences, mais je commence à comprendre qu'il y a un vrai enjeu dans le contrôle des voies maritimes, notamment par le Groenland. C'est-à-dire que le Groenland, c'est un double enjeu, c'est celui des ressources, mais c'est aussi celui des passages de bateaux. Et donc ça, c'est un enjeu avec la Chine et avec la Russie. Passage des bateaux dans la perspective de la fonte de la calotte glaciaire sur le Groenland. C'est-à-dire que évidemment, ça ouvrirait en fait des trajets maritimes. C'est ça. Donc ça, je veux dire, tu as parlé de l'impérialisme, de cette vision expansionniste. Enfin, jusqu'à présent, l'impérialisme américain, en tout cas au XXe siècle, dans la période qu'on a connue, c'est un impérialisme économique, un impérialisme politique, idéologique. Il impose son ordre, mais il ne conquiert pas les territoires. Là, il veut conquérir des territoires et dans une visée géostratégique et d'implanter une nouvelle base militaire au Groenland et contrôler les passages. Donc ça, c'est la deuxième chose qui apparaît avec une certaine puissance et crue vraiment. Et la troisième chose, c'est un combat idéologique tout à fait présent et net, et ça nous fera embrayer sur le deuxième aspect, c'est il reconfigure le logiciel de l'extrême droite, à mon avis, avec un impact qui sera international. C'est-à-dire que ce n'est pas le logiciel de l'extrême droite américaine qui reconfigure, il est celui qui veut reconfigurer l'extrême droite mondiale, avec deux directions. Une alliance avec les libertariens, c'est-à-dire la disparition de l'État. Alors, en fait, c'est un État dont on voit ce que je viens de dire juste avant, que c'est un État qui est extrêmement favorable aux affaires et au privé, mais par ailleurs, c'est un État dans lequel on fait disparaître toutes les protections sociales. En fait, on liquide la Seconde Guerre mondiale. On la liquide de plein de points de vue. On la liquide parce que les organisations internationales sont liquidées. C'est-à-dire que l'ONU et toutes ses agences sont liquidées, le système de welfare state, de protection des États protecteurs sont mis à mal, et Milei vient de le mettre en place de façon anticipée en Argentine. Donc il y a une remise en cause de tout l'équilibre issu de la Seconde Guerre mondiale, et donc avec une charge contre l'État. Et le deuxième aspect, c'est très très puissant, ce que tu as rappelé, c'est-à-dire vraiment une campagne massive anti-woke. C'est-à-dire que ce qui est sidérant, c'est que dans son bulletin de vote pour l'élection présidentielle, dans les 5 points que Trump mettait en avant, il y en avait un sur le fait que les hommes ne pourront plus participer aux compétitions féminines. C'est-à-dire que cette histoire des gens qui ont des taux de testostérone, etc. Ou donc, les personnes trans. Voilà, donc il en avait fait un des 5 points de son message sur son bulletin de vote. C'est tout à fait central, et ce que tu as rappelé, il a déclaré que les trans seraient sortis des écoles et de l'université. Et de l'armée. Oui, j'ai dit université, je voulais dire armée. Ouais. Sortis donc des écoles et de l'armée, c'est-à-dire que ce ne sont... Enfin, et il dit, on revient à la référence un homme, une femme, on est un homme, on est une femme, et l'affaire est dite une fois pour toutes quand vous naissez. Donc, et sur cette croisade-là, on sait qu'il est appuyé violemment par Elon Musk. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Elon Musk est le père d'une femme trans et qu'il a renié, c'est-à-dire qu'il le récuse, il ne fait plus partie de ses enfants, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même ça, le niveau de conviction et d'engagement dans ce combat complètement archaïque et dépassé est très puissant. Donc ça nous emmène sur le fait que l'extrême droite européenne, dont on sait qu'elle est divisée, d'ailleurs ça se matérialise par le fait qu'au Parlement européen il y a 2 groupes, celui où siège Sarah Knafo n'est pas le même que celui où siège, comment il s'appelle le mec du RN là, Bardella. Voilà, Knafo et Bardella ne sont pas dans le même groupe, et Elon Musk et n'importe quoi. Donald Trump, c'est intéressant que je me sois trompée. Donald Trump a décidé d'inviter à son investiture Zemmour et Knafo. Donc
qui sont en France totalement marginalisés, enfin ça n'existe plus ce truc-là, sauf que c'est eux qui le choisissent de mettre en avant et il n'a pas décidé de les mettre en avant par hasard. Et c'est pas pour solde de tout compte. C'est-à-dire que je pense qu'on en reparlera de cette affaire. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est une évidence, en fait, que les propositions et bientôt les actions de Donald Trump vont avoir des échos puissants et pas uniquement parce que c'est de la géopolitique, mais parce que les sociétés aujourd'hui sont... Je ne dirais pas qu'elles sont intriquées, mais en tout cas, elles résonnent les unes avec les autres. Et ce qui se passe, donc t'as mentionné sa volonté, voilà, quand il invite Sarah Knafo et Éric Zemmour et qu'il n'invite pas Marine Le Pen, effectivement, il dit quelque chose. Elon Musk va encore plus loin. Lui, carrément, il a fait une tribune de soutien dans Die Welt, un quotidien allemand, à l'AfD, Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite vraiment le pire qui soit allemand, vraiment c'est titré moi Elon Musk je soutiens l'AfD parce que c'est vraiment un parti génial. Enfin, je veux dire c'est direct. Alors, il y avait 200 000 personnes hier soir qui ont écouté en direct le débat entre la dirigeante de l'AfD et Elon Musk sur le réseau Twitter. Donc 200 000 personnes, c'est un peu du peuple quand même. Et donc ingérence dans la politique allemande. Il fait ça aussi du côté des Britanniques, où il a promis de l'argent au parti d'extrême droite Reform UK. Alors là, il est allé encore plus loin, parce que alors il a promis de l'argent, mais en même temps, il n'aime pas trop le dirigeant de Reform UK, qui est Nigel Farage, qui est un ancien député européen, et qui est vraiment la personnalité la plus médiatique de ce mouvement. Alors, le leader du Brexit. Le leader du Brexit, exactement. Mais alors, il l'aime pas. Donc, et puis, il l'a dit sur Twitter, il a dit, oui, il faudrait que vous vous débarrassiez de Nigel Farage et que vous vous remplaciez par un autre type qui est sous le coup d'accusations, de diffamation, etc. Et que c'est une personne avec laquelle Nigel Farage avait pris ses distances, précisément parce qu'il avait été condamné. Et alors, Elon Musk, il n'a pas peur, alors paf, il dit, il faut que vous dégagiez Nigel Farage. Bon, c'est des façons de faire qui sont pas du tout traditionnelles, enfin qui sont pas du tout habituelles. C'est une ingérence directe et sans fioriture, quoi. Il y a pas de nuance, il y a pas de réflexion en fait sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la souveraineté du peuple britannique, qu'est-ce que c'est la souveraineté du peuple allemand si t'as l'homme le plus riche de la planète qui est américain qui vient s'ingérer dans cette politique-là. Mais en vérité, là où ce que fait Elon Musk, en fait, finalement, ce n'est que mettre en avant le fait que, de toute façon, il est déjà dans la politique allemande, il est déjà dans la politique britannique puisqu'il possède Twitter. Et en fait, c'est un outil très très puissant de fait, même s'il ne le dit pas explicitement, pour orienter, pour les opinions publiques de ces pays-là, etc. Et c'est là, on en a déjà parlé, et nous, c'est un vrai sujet d'inquiétude, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque ce qu'on imaginait être en fait des outils, des canaux plus ou moins neutres que nous on utilise aussi à regard. Facebook, avant on était sur Twitter, maintenant on a abandonné Twitter. Même on est Instagram. sur Blue Sky, vous pouvez nous suivre sur Blue Sky. Exactement. Et quand on se rend compte que ces canaux ne sont pas que des canaux, en fait, ils sont aussi des outils dans les mains de gens qui ont des agendas politiques pour servir leurs propres intérêts, qu'ils soient financiers ou encore une fois politiques. Et donc là, il y a des réponses qui s'organisent par rapport à ça. Vous avez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui a un peu sonné le tocsin, enfin qui a dit maintenant, tirer la sonnette d'alarme en disant maintenant soit l'Union européenne agit parce que il y a des règles européennes et aujourd'hui il s'avère que Elon Musk et Twitter, enfin X, ne respectent pas ces règles. Donc soit elle agit et on peut aller jusqu'au bannissement de X du territoire européen, ou bien elle n'agit pas, et dans ces cas-là, l'Union européenne doit rendre, c'est la proposition de Jean-Noël Barrot, doit rendre cette compétence aux États, doit rendre la souveraineté sur ces compétences aux États, et là, du coup, il sous-entend que ce serait la France, en tant que nation, qui interdirait sur son territoire l'utilisation de X.
Alors ça pose plein de questions. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça? Parce que genre, le problème c'est qu'il n'y a pas que X. Maintenant il y a aussi Meta. Alors si on commence à vouloir interdire WhatsApp, Instagram, Facebook, X et TikTok. Et TikTok, pour faire bonne mesure. C'est l'État chinois. Ça va être un bouleversement en fait dans nos habitudes qui sera absolument gigantesque. Bon, mais en tout cas, il y a une tentative de réponse. Le seul problème, c'est que c'est pas suivi. Enfin, il y a Ursula von der Leyen, franchement, depuis l'élection de Donald Trump et de tout ce que raconte Musk, qui vient partout en Europe, comme on l'a raconté, Ursula von der Leyen ne dit rien. Genre, alors vraiment, elle est aux abonnés absentes. Et d'ailleurs, c'est ce que pointe Jean-Noël Barrot. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible qu'on ait une présidente de la Commission européenne aussi muette sur une ingérence aussi manifeste. Donc ça, c'est un souci. On va voir comment, voilà, dans les jours, dans les semaines qui viennent, et notamment après le 20 janvier, comment tout ça va évoluer. Oui, enfin, on a l'impression qu'il commence à y avoir une prise de conscience qu'il y a ça fait un moment qu'on sait que c'est un problème, hein, l'élection de Donald Trump. Il y a Aurore Lalucq aussi qui a fait une tribune, donc la vice-présidente de Place Publique et qui est donc députée européenne avec Raphaël Glucksmann, qui a fait une prise de position dans Le Monde pour dire qu'il fallait que l'Europe se réveille et agisse de concert face au danger que représente l'arrivée de Trump avec tous ses vaisseaux, parce qu'en fait le truc c'est ça qu'il faut voir, c'est pas simplement un changement d'administration, c'est qu'il a toute l'industrie et les puissances d'argent économique qui sont en train de se mettre en ordre de marche à ses côtés, ou dans l'autre sens, je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne. En tout cas, je pense aussi au rapport, on a fait deux fois, je crois, on a fait des newsletters sur le rapport Draghi. C'est Bernard Marx qui regarde ça pour nous et qui a écrit à ce sujet, c'est-à-dire sur les alertes qui sont lancées pour se desserrer de l'étau. Ça suppose de construire des outils, de développer de la recherche, de faire de l'investissement. Là, on s'en parlait l'autre jour, mais c'est vrai qu'on peut toujours dire que Elon Musk n'est pas notre ami. Néanmoins, c'est bien ces services qui sont retenus par le gouvernement français pour la reconstruction de Mayotte avec ses satellites. Donc, je veux dire, mais c'est aussi lié à la faiblesse de l'industrie sur le sujet française et européenne. Sur les GAFAM, ben oui, les GAFAM sont tous américains et sont tous en train de s'aligner du côté de Trump. Donc la question qui a été posée par les Draghi en septembre et la note qu'il a reproduite en décembre reste totalement, sont totalement d'actualité. Il n'y a certainement pas qu'une réponse possible, mais en tout cas, il ne peut pas ne pas y avoir une réflexion sur ce sujet, sachant que ce que tu écris ce matin dans la newsletter, dans la newsletter de vendredi, c'est que le problème, c'est que il n'y a pas de convergence naturelle. C'est-à-dire que ce sont des États, des nations qui ont qui ont eu des histoires, des cultures et des choix politiques qui ne sont pas homogènes, uniformes et convergents. Donc ça demande de construire ces convergences politiques, sachant que quand même la puissance de l'extrême droite dans les différents pays européens ne va pas faciliter la tâche. Tu as complètement raison, et peut-être finir sur ça, sur l'extrême droite, et notamment l'extrême droite française, parce que tu as rappelé tout à l'heure que Éric Zemmour était invité, mais pas Marine Le Pen, qu'il y a une différence fondamentale à cet endroit-là, mais c'est aussi intéressant de voir comment Marine Le Pen parle de Donald Trump. C'est-à-dire que pendant toute la campagne américaine, elle a été amenée à se positionner, et naturellement, les journalistes lui disaient toujours, c'est votre allié, vous êtes contente que Donald Trump arrive au pouvoir. Elle avait été chercher son onction en 2016. En 2016, oui. Et en fait, elle prend énormément de distance. Là, depuis quelques mois, là, dans cette campagne, elle a jamais, contrairement à Éric Zemmour, qui trouve que vraiment Donald Trump est un génie absolu, Marine Le Pen, elle matine, elle dit pas que voilà, c'est un ennemi, elle dit on regardera ce qu'il va faire, etc. Mais d'ailleurs, en vérité, elle fait ça avec beaucoup de dirigeants étrangers. Elle dit jamais, tiens, un blanc-seing. C'est pareil pour Giorgia Meloni. Qui n'est pas non plus son allié. Qui n'est pas son allié.
exactement. Enfin, et genre, dans le conflit des droites européennes, elle n'est pas du même côté. Exactement. Elle fait la même chose avec Donald Trump. Elle est assez circonspecte. Alors, ça tient de pas mal de... Moi, je pense que c'est lié, c'est ce que j'écrivais dans la newsletter, c'est lié à sa stratégie de conquête du pouvoir, où véritablement, depuis qu'elle est arrivée à la tête du parti, elle est en quête de respectabilité. Or, Donald Trump, en France, à tout le moins, mais même en fait aux États-Unis, est un personnage irrespectable et totalement irrespecté par les Français et les Françaises. Donc, s'acoquiner avec ce monsieur, ça pourrait, à mon avis, dans sa stratégie, la rediaboliser. Donc, elle a aucun intérêt à s'en approcher de près ou de loin, puisque elle veut apparaître comme une femme d'une grande sagesse, qui peut faire des compromis, etc. Et pas d'être comme se présente Donald Trump aux États-Unis et au monde, un espèce de personnage, un trublion qui dit tout ce qui lui passe par la tête et agit un peu par coup de sang, quoi. Genre, alors que bon, il y a aussi un agenda politique. Mais donc du coup, elle prend de la distance par rapport à ça. La question, c'est que l'exercice du pouvoir de Donald Trump, qui va être, à mon avis, pas du tout le même, et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, qui va pas du tout être le même que lors de son premier mandat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah mais oui, mais regardez, entre 2016 et 2020, est-ce que le monde a couru à sa perte? Non. Est-ce qu'il a déclenché des guerres, il y a une guerre nucléaire? Non. Est-ce que, genre, il a envahi, je sais pas quoi. Bon. Je pense que là, on n'est pas du tout dans la même séquence. C'est-à-dire que Donald Trump, il va aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait fait entre 2016 et 2020. Et je vais même dire, en fait, il est même pas dans la même direction. C'est-à-dire que là, il a lâché les brides, il a pris par exemple, sa position sur les questions woke, franchement, entre 2016 et 2020, c'était pas son obsession, hein. Enfin, ça l'intéressait moyennement. Il était d'ailleurs, faut pas oublier qu'il a quand même été candidat démocrate, hein, dans sa vie, Donald Trump. Il était plutôt libéral, y compris sur ces sujets-là. Là, tout d'un coup, il est devenu ultra conservateur parce que il y a eu des évolutions mondiales et au sein de son propre pays qui font qu'il est devenu conservateur. Les décisions qu'il va prendre, si jamais ça crée trop de pagaille, mais ça c'est mon hypothèse, si jamais ça crée trop de pagaille aux États-Unis, si par exemple il commence à dire bon bah allez-y la police, tirez sur des émeutes parce que de toute façon c'est que des noirs, ce qu'il est capable de dire, enfin, ou le suicide de genre, ou les douleurs en fait qui vont forcément être générées par ces politiques vis-à-vis des minorités, des migrants illégaux, etc. Le fait que nous, on le voit, parce qu'on va le voir aux États-Unis, est-ce que ça va susciter des évolutions dans notre société française? Se dire, en fait, peut-être que genre l'extrême droite, c'est quand même violent, c'est quand même le discours qui est porté est quand même un discours de haine, et donc du coup, soit on se dit bon bah pas l'extrême droite, ça c'est dans l'hypothèse la plus heureuse, mais que je ne crois pas. Soit Marine Le Pen va voir ce qui se passe et du coup va prendre le contre-pied et faire une proposition qui ne soit pas la même et dire non mais attendez, là-bas c'est un fou dingue, qui crée la misère et la guerre. Moi je vous fais une autre proposition qui est une vraie proposition d'extrême droite où quand même je vous assure, mesdames et messieurs les Français et les Françaises, la possibilité d'un vivre ensemble, mais du coup qui soit différente. Parce que par exemple, Marine Le Pen, elle est pas si anti-woke que ça. Je veux dire, on l'entend pas, c'est pas comme Éric Zemmour où il est monomaniaque sur le sujet. Elle, là, on parle pas trop, les trans, les machins, ça l'intéresse pas, enfin, c'est pas son combat premier. Donc, il y a des différences et moi, je pense qu'elle va nécessairement se positionner, Marine Le Pen, de façon très forte par rapport à aux propositions de Donald Trump dans les 4 ans à venir. Qui ne sont pas que des propositions. Oui, qui vont être des actions. Qui vont être des politiques. Oui. Ce que je crois, c'est que tout le monde le note, c'est qu'il y a une espèce de contradiction à penser qu'il y a une internationale nationaliste. C'est-à-dire qu'il y a des fils qui les unissent, c'est là notamment la xénophobie, le retour à l'ordre, le fait que les individus sont inscrits dans des cases qui sont leur famille, leur nation, leur histoire, etc., mais qui n'ont pas à s'en émanciper et à s'en échapper. Donc tout ce schème de lecture là leur est commun. Ceci étant, ils défendent des intérêts qu'ils envisagent de manière différente. C'est-à-dire que là, ce que je pense, c'est que les Européens vont
comprendre de quel mépris et de quel, comment dire, ils vont être mis en état de servilité et de vassalité absolue par la politique américaine de Trump, et que donc c'est, je veux dire, tu peux difficilement vouloir représenter la France et être d'accord avec ce que le gouvernement américain s'apprête à faire aux Européens en général et aux Français en particulier, mais je ne pense pas qu'on soit le cœur, il sait peut-être même pas vraiment, si maintenant il sait puisqu'il est venu à Notre-Dame. D'ailleurs, entre parenthèses, ils sont encore invités tous les deux, là, les deux zigomards, dans un mois, par Macron qui veut Choose France, là. Oh. Je pense qu'il va falloir quand même choisir. C'est-à-dire que cette idée qu'on peut amadouer la bête et lui faire des grands repas et des belles réceptions et qu'on va lui serrer la main, tu sais, en viril comme ça, voilà, que c'est ça qui va faire l'affaire, c'est pas certain, et que... Bon, ça, honnêtement, c'est la patte de Macron, hein. Il fait ça tout le temps, il a fait ça avec Poutine. Oui, mais c'est ça, non, mais bien sûr, parce qu'il pense que ça a de l'importance, qu'on peut créer un rapport de force en imposant. D'ailleurs, je pense que c'est pas complètement faux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le machisme de ces hommes-là, il dit, ben moi, je suis prêt à relever le défi, quoi, c'est-à-dire à vous regarder dans les yeux et à vous serrer la main avec une poigne. Mais ceci étant, le fond de l'affaire, ce ne sera pas celui-là, et ce sera les intérêts qu'ils auront décidé de développer. Et là, on parle de Trump, Poutine, ça serait la même histoire, quoi. Je ne sais plus, du coup, ça m'a perdu. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que je pense, c'est qu'on va rentrer dans des conflits d'intérêts massif. Tout à l'heure, on parlait de l'augmentation des dépenses militaires. Croyez bien que Trump a l'intention de récupérer cet argent et que il n'a pas du tout l'intention de laisser Dassault Systèmes se développer et fleurir. Sans doute que Macron doit se dire peut-être pas si mal pour nous, tout ça, ça va faire de l'emploi. Bon, de la croissance, bref. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les contradictions, elles vont s'inscrire dans des politiques et pas juste dans du conflit idéologique. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, je pense qu'elle a la prudence pour l'instant de se dire on va voir, quoi. Je vais vous proposer une transition vers notre deuxième sujet comme suit. Tu as parlé de l'international nationaliste, fasciste, je sais pas quoi, qui, c'est vrai, honnêtement, on dit Marine Le Pen prend ses distances, mais en fait, cette internationale, elle existe quand même. Ils passent leur temps, notamment Marine Le Pen et même du coup Éric Zemmour et Sarah Knafo, à mettre en scène le fait que Sarah Knafo, elle va aux États-Unis voir Trump, Marine Le Pen, elle va voir Viktor Orban, et je t'adore Victor, ils sont tout souriants en train de se faire des câlins, ils vont en Allemagne, en machin, enfin je veux dire, ils vont un peu partout et ils s'organisent. En fait, et d'ailleurs, on parle beaucoup, par exemple, tout à l'heure tu as dit avec Giorgia Meloni, elle a pris ses distances, c'est pas la même droite, mais enfin, il y a une espèce de balle, de danse en fait entre l'extrême droite italienne et l'extrême droite française. Je t'aime moi non plus, et puis finalement je t'aime plus du tout, etc. Mais en tout cas, c'est organisé. Catherine, pardon. Ne mets pas sur le micro. Et c'est organisé. En revanche, la gauche, elle, je suis assez éberlué en fait de voir que il n'y a pas de résonance entre les différentes gauches, ni à l'échelle européenne ni à l'échelle mondiale. C'est clair. Par exemple, il y a eu une élection présidentielle aux États-Unis, on en a parlé. Personne de la gauche française ne s'est intéressé à la campagne de Kamala Harris, qui était la candidate démocrate. Bon, peut-être à raison, hein, mais enfin, il y a des candidats, par exemple, que la gauche française aime bien, par exemple Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, et jamais je ne vois de mise en scène, en fait, d'une potentielle convergence de lutte à l'échelle internationale. De la même manière, il y a une élection en Allemagne, qui est quand même une élection importante, législative, ils vont sûrement changer de chancelier ou pas, il n'y a pas de mise en scène, à part, il y a quelques personnes qui font des trucs qui sont liés, notamment des députés européens, mais enfin, à la tête des partis, ils sont pas du tout intéressés par ce qui se passe en Allemagne. Parfois, je vois un tweet d'Olivier Faure qui dit bravo Pedro Sanchez, ou Mélenchon qui dit tiens, il y a un truc qui se passe en Amérique latine et bravo, et un pouce, tu vois, mais c'est tout. Ça va jamais au-delà, Mais rien ne va jamais au-delà, Pablo. À gauche? Non, oui.
Enfin, je veux dire, en dehors de mettre des pouces, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais franchement, c'est déprimant, quoi. Je veux dire, on s'intéresse pas aux autres pays, mais déjà, intéressons-nous aux nôtres. Enfin, non, je veux pas dire déjà, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de... Non, mais franchement, quoi, franchement... Catherine est déprimée. Ah non, mais écoute, c'est hallucinant, quand même, hein. Non, mais moi je suis assez d'accord et et en fait plutôt ça m'interpelle en fait. Je suis là, il se passe un truc en Allemagne, merde. Genre il y a quand même des gens qui sont en train de se battre. C'est quoi la chanson que tu me chantais avant? Vas-y. Non, mais c'est pas le refrain qui était bien. C'était non, mais si vous voulez, je vous la mettrai en. Mais non, tu vidéo. pourras pas. Ah oui, non, je pourrais pas parce qu'ils vont m'interdire. YouTube va m'interdire de mettre la vidéo. C'est pour ça que tu la chantes. Non, moi je peux pas chanter, je chante trop mal. C'était une chanson de France Gall qui s'appelle Évidemment, je vous en recommande de regarder le clip. Le début est assez... Ouais, ça dit quelque chose et c'était assez raccord avec ce qu'on ressent. Et donc, on voulait vous parler de la gauche française parce que, alors là, nous là, c'est le bololo, comme dirait l'autre. C'est Édouard Philippe qui avait utilisé cette expression, ça veut dire en gros c'est le bordel. Le nouveau Front Populaire, on peut dire, est un peu en voie d'éclatement, mais même si on essaye de se dire que non, c'est pas fini, nanana, mais enfin, il y a des stratégies là qui sont très très divergentes, auxquelles qu'on est en train de voir à l'œuvre. Vous avez la France Insoumise qui refuse de discuter avec le gouvernement de François Bayrou, quand les trois autres partis du nouveau Front Populaire, à savoir le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, eux, vont en réunion avec Éric Lombard, notamment le ministre de l'économie et de l'industrie, pour discuter, et Amélie de Montchalin aussi, pour discuter d'une éventuelle accord de non-censure la semaine prochaine, après le discours de politique générale de François Bayrou. Alors, pour l'instant... Est-ce qu'ils veulent un accord de non-censure ou ils veulent la non-censure? Oui. Je suis pas sûre que je pense qu'on n'en est plus au stade où on se dit qu'on va pas de 49.3 contre accord de non-censure, je sais pas quoi, enfin une espèce de formalisation d'une nouvelle pratique. On fait jour par jour, quoi. Déjà, on essaie de passer la semaine prochaine. Voilà, c'est ça, c'est qu'on essaie de faire en sorte que là, ça tienne. Il n'y a pas l'idée de remettre en cause des pratiques du pouvoir et qui conduirait à un autre exercice de la censure. Je crois que là, on est en dessous de ça, là. Ce qui est intéressant, alors, on n'a que les échos de ce qui sort de ces réunions, notamment par voie de presse, et les comptes rendus que nous font maintenant quotidiennement le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste de ces réunions. Mais a priori, ce que ces trois partis essayent d'obtenir, c'est un gel de la réforme des retraites. Enfin, ils essayaient d'obtenir une abrogation, et donc ils sont dans une espèce de discussion de compromis. On va geler, peut-être. Alors, aux dernières nouvelles, c'est Olivier Faure qui a dit ça après la dernière réunion qu'il a eue. Ils essayent d'obtenir que va y avoir une conférence sociale, une grande conférence sociale pour discuter de quel pourrait être un nouveau projet de réforme des retraites. Conférence sociale qui durerait 6 mois, dans lequel il y aurait et les partenaires sociaux et les acteurs politiques. Donc ça a été réduit de 9 à 6 mois. Ça paraissait très important pour tout le monde. Bon, pourquoi pas. Donc ça veut dire juste 6 mois, ça veut dire que ça se termine au milieu de l'été, mais enfin, why not. Et en échange, donc il y a cette conférence sociale, et donc le Parti socialiste a dit, éventuellement, nous, on voterait pas la censure la semaine prochaine, si vous acceptez qu'il y a un gel de la réforme des retraites pendant ces discussions, pendant 6 mois. Donc voilà, ça c'est, aux dernières nouvelles, la proposition faite par le Parti socialiste, sachant que, en vérité, ce qui se passe en sous-marin, on en a déjà parlé, et j'avais trouvé que Catherine avait une vista vraiment incroyable, lors de l'interview de François Bayrou sur TF1, quand François Bayrou avait remis sur la table, au détour d'une question, la réforme à points. Et qu'il avait dit qu'il n'était pas vraiment... Quelle vista Non, mais... Oui, mais en fait, ce que tu avais dit, je vais te dire ce que tu avais dit, je me permets, parce qu'il avait dit, ok, peut-être la réforme à points, on peut remettre ça sur le métier, et puis l'âge pivot, vous savez, moi, je suis pas vraiment bloqué sur 64 ans. Et en vérité, ça, c'est exactement la proposition de la CFDT, c'est-à-dire pas d'âge pivot et une retraite
prête à point. C'est la position historique de la CFDT. Pas de la CGT et FO qui y sont opposés, mais donc du coup... C'est le début de la réforme d'ailleurs portée par Macron. Par Édouard Philippe. Non, c'est Macron. C'est Édouard Philippe qui a introduit l'âge pivot. Mais le départ, il n'y avait pas d'âge pivot et c'était la proposition de 2017 qui était portée par la CFDT et ça s'est notamment enrayé avec cette affaire d'âge pivot portée par Édouard Philippe. Mais donc, en faisant cette proposition, et c'est là que je disais que tu avais une vista, c'est que toi, tu m'as tout de suite dit, ah là là, il essaie déjà de casser le front syndical en récupérant la CFDT, mais ce faisant, il essaye aussi de casser le front politique parce qu'il se dit, le PS qui veut une stabilité, etc., il peut s'arrimer aux propositions de la CFDT et donc du coup, aussi fissurer le nouveau front populaire politique. Ce qui... Tu l'avais dit il y a 2 semaines, ou même avant les vacances de Noël, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, les récentes déclarations, j'ai écouté Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes, allaient dans ce sens. C'est-à-dire que, en fait, il est ouvert à une proposition de réforme à points, etc. Même si c'est pas la position, ils étaient contre en 2020, même s'il n'y a pas eu de vote. Mais enfin, la position. Mais tout le monde est devenu contre quand il y a eu l'âge pivot. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de dire on ne part pas avant 64 ans, ce qu'ils appellent l'âge pivot, c'est-à-dire en fait l'âge à partir duquel vous avez le droit de partir à la retraite, tout le monde a été contre cette proposition à ce moment-là. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je me souviens de débats, de l'époque où je faisais BFM là, le soir, et je me souviens de discussions sur le fait que la réforme à points, il y avait un point de vue très différent entre les uns et les autres, et ceux qui étaient les grands perdants, il faudrait se replonger dans la réflexion de l'époque, mais les grands perdants de la réforme à points, c'était notamment les enseignants, qui perdaient, mais waouh, la catastrophe. Et du coup, tu avais un certain nombre de syndicats, et notamment la CGT et Force ouvrière, qui étaient totalement opposés à la réforme à points. Et d'ailleurs, il continue de le réaffirmer. Hier soir, j'ai entendu le gars de FO réaffirmer son opposition à la réforme à points. Donc, dans le monde syndical, il y avait des arguments contre la réforme à points, indépendamment de la question de l'âge pivot. Mais quand est arrivée la question de l'âge pivot, alors là, ça unit tout le monde. La CFDT a été contre, puisque évidemment, il y a un élément de contradiction dans cette affaire. Si tu as les points, alors tu n'as pas d'âge pivot, quoi. Donc, la CFDT était contre, et du coup, le Parti Socialiste, tout le monde s'est mis à être contre. Et heureusement est arrivé le Covid, qui a permis de clore le débat par son abandon. Mais comme le camarade Bayrou a pas l'air arc-bouté sur cette question de l'âge pivot, et si tant est qu'il ait la main et que ça ne soit pas Macron, parce que ça, j'ai toujours pas très bien compris qui avait le pouvoir dans cette histoire-là, on pourrait aller vers une proposition de réforme à points sans âge pivot, avec quand même un problème qui m'a été soulevé par des économistes libéraux sur les plateaux, qui est la mise en place en fait de cette réforme. C'est-à-dire que une réforme à points, et d'ailleurs c'était ce qui déjà posait problème aux économistes libéraux en 2007, déjà le cas. C'est que ça prend plusieurs générations. Ça prend 20 ans, quoi. Ça prend 20 ans. Et donc du coup, c'est pas du jour au lendemain, comme par exemple la réforme qui a été votée il y a quelques années sous Elisabeth Borne. Et donc ça, vu que ils sont obnubilés par la question de la dette, c'est pour ça pas dans 2 ans, mais cette année, tu vois. C'est pour ça qu'il avait introduit l'histoire de l'âge pivot. Exactement. C'était pour avoir un effet immédiat sur les comptes publics. Voilà, les comptes de la sécurité. Les comptes de la sécurité sociale. Et donc, voilà, ça pose des questions, mais en même temps, là où, ça c'est pour les questions un peu économiques, mais sur les questions politiques, et ça c'était l'objet de la newsletter d'hier, la question de savoir, notamment, les insoumis accusent bien évidemment, je dis bien évidemment parce que c'est le cas maintenant depuis 6 mois, tout le reste du nouveau Front populaire d'être, je cite Jean-Luc Mélenchon, la petite gauche ridicule, prête à faire des forfaitures, servile, ils sont traités de traîtres, etc. De gens qui servile à qui, je sais pas, c'est pas précisé dans la chanson, attention. Mais servile. Oui, servile, oui. Servile, je sais pas, au Grand Capital. Oui, c'est ça. Et j'imagine. Donc voilà, donc les mots, le verbe est très haut et ça. Non, en fait, les insultes volent très bas. Le problème, à mon avis, ce que subodore la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon en particulier, c'est que si jamais
les 3 autres partis hors France Insoumise arrivent à obtenir un gel, même provisoire, de la réforme des retraites, ils vont pouvoir s'en targuer, ils vont pouvoir le mettre en avant, ils vont pouvoir dire, le PS va dire, bon bah voilà, c'est nous qui avons sauvé, c'est grâce à nous que vous n'allez pas travailler 2 ans de plus pour partir en retraite. Et ça, à mon avis, vu l'état des forces des dynamiques politiques dans le pays, la façon dont cette question des retraites est devenue centrale dans la façon dont on pense la politique, ça peut faire du mal à l'hégémonie de la France insoumise dans sa radicalité. C'est-à-dire, eux, ils se veulent les plus radicaux de chez les radicaux. Vous allez voir, c'est que grâce à nous, c'est que si on arrive au pouvoir que... Et en fait, là, si jamais ils arrivent à obtenir ça, ce qui n'est vraiment pas gagné, mais si jamais ils arrivent à l'obtenir, ça peut casser cette image-là et se dire, en fait, finalement, les SOS, ils arrivent à obtenir des petits trucs et on va pas partir à la retraite 2 ans plus tard grâce à eux. Mm. Alors, d'abord, pour l'instant, comme tu dis, il faut être vraiment prudent, oui. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu rendre des comptes, et notamment les leaders syndicaux, je ne parle pas de ceux qui sont allés voir Bompard, Lombard, pardon. C'est ça, c'est Lombard. Éric Lombard, et pas Bompard. Ceux qui sont allés voir Bayrou, c'est-à-dire les leaders syndicaux, aucun d'entre eux n'a pu dire qu'il avait ouvert la porte à la suspension de la réforme des retraites. Pour l'instant, il dit qu'il arbitrera d'ici mardi. Donc, je pense que les discussions vont aller bon train pour l'appréciation. Finalement, c'est ça l'enjeu, c'est l'appréciation qui vont se faire. Est-ce que si on ne suspend pas la réforme des retraites, est-ce que les 3 partis de gauche votent ou pas la censure ? C'est ça l'enjeu, parce que Marine Le Pen n'est pas très contente, le RN n'est pas très content de se retrouver finalement, alors qu'ils étaient au centre du jeu avec Michel Barnier, qui leur faisait des salam alek du matin au soir et qui leur donnait toutes les concessions et les lignes rouges qu'ils demandaient. Là, ils se retrouvent écartés avec une réorganisation de la négociation du côté de la gauche. Donc... Je pense que Marine Le Pen, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, votera la censure avec les Insoumis. On comprend bien, je ne suis pas polémique, là, je veux dire, en même temps que, voilà, et ces 2 groupes politiques voteront la censure. Donc la question de ce que feront les autres, c'est ça qui fait que ça tient ou ça tient pas. Donc est-ce que les autres groupes peuvent se contenter d'une conférence sociale? Je suis très dubitative sur le sujet. Donc je pense qu'ils vont arbitrer ce point. Par ailleurs, je voudrais préciser un point dans ce que tu as dit, c'est que les partis de gauche ne sont pas venus avec simplement la réforme des retraites. D'ailleurs, chez Lombard, il n'a pas été question de la réforme des retraites. Ils n'en ont pas parlé. Pas encore. Ils ont dit que ça serait une discussion. Mais pour l'instant, ils sont venus avec une liste de courses qui concerne plutôt le budget. Et pour l'instant, ce qui a été enclenché, on verra comment les choses peuvent évoluer. Moi, je ne considère pas, parce que ça a été le point de départ, que ça sera le point d'arrivée. Mais pour l'instant, le point de départ énoncé par François Bayrou dans son intervention sur France 2, quand il a donné son interview, c'est on repart de ce qui a été voté au Sénat. Et pas du tout, donc, qui abandonne tout un tas d'amendements qui avaient été 151 ou 153 amendements qui avaient été proposés par le NFP et qui avaient été votés à l'Assemblée, y compris des amendements qui avaient été soutenus par le MoDem, parti de François Bayrou. Donc pour l'instant, les partis de gauche sont venus avec des revendications sur des enjeux, par exemple la restitution de l'ISF pour avoir un financement pour la transition énergétique pérenne, le retour de la taxe Zuckerberg 2% sur le grand patrimoine, sur les hauts patrimoines au-delà de 100 millions. Tout ça, c'est des revendications que les partis de gauche ont portées. Pour l'instant, il n'y a rien qui laisse entendre qu'on va y répondre. Donc si on ne répond pas à ça, aux exigences de nouvelles recettes plus équilibrées, plus justes, qui mettent à contribution les plus riches et qu'on continue de faire suer le burnou aux salariés en les forçant à travailler jusqu'à 64 ans, ça va être compliqué, à mon avis. Voilà. Mais là où est mon point, c'est que donc tout le monde voit bien que Jean-Luc Mélenchon est furibard et qu'il met très haut, il met en scène très haut sa colère. Et moi, comme nous savons tous que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas les choses sans y réfléchir et par hasard, il met en scène le désaccord.
Il insiste sur le désaccord. Il dit pas, il relativise pas en disant bon ben nous on croit pas à ce que ça aboutisse et puis on verra bien, on laisse nos petits camarades perdre leur temps et puis on se retrouvera à l'Assemblée pour voter tous ensemble la censure parce qu'ils vont pas gagner. Ça pourrait être une attitude. C'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il montre, c'est que ils sont en train de se perdre et que le seul qui tient debout, comme il a voulu l'exprimer à propos de la guerre à Gaza, que celui qui tient debout, qui maintient les idées de gauche et qui ne lâche pas, c'est lui. Et ce que je crois, c'est que dans ce sens-là, si l'élection présidentielle n'est pas rapide, quand bien même Bayrou lâcherait le fait de faire une conférence sociale avec suspension de la réforme des retraites, de toute façon, la situation ne va pas aller... ne va pas être heureuse pour les Français et que donc ceux qui apparaîtront comme ceux qui ont permis à Bayrou et à Macron de se maintenir, ça sera les autres partis de gauche et donc Mélenchon n'a pas l'intention de leur laisser ce crédit politique. Il le fera payer et il espère bien le faire payer dans les urnes par le fait qu'il réitérera son succès tel qu'il l'a eu en 2017. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que du côté du Parti Socialiste, ils n'ont pas l'intention de signer seuls ou d'aller seuls. Par exemple, il n'y aura pas toute la gauche qui vote la censure, sauf les socialistes. Parce que les socialistes n'ont pas encore leur réarrimage dans la gauche est récent et fragile. Donc ils ne vont pas accepter d'être les traîtres à la gauche en allant soutenir les propositions de Bayrou, donc Macron, tandis que le reste de la gauche vote la censure. Donc je pense qu'il y a vraiment un jeu important avec des enjeux importants, c'est-à-dire que les socialistes pensent pouvoir obtenir quelque chose et veulent se détacher probablement de la France insoumise, tout le monde le dit, mais moi je pense que ça fait partie de la recherche et d'être une alternative qui relativise. Pardon, je m'occupe de mon collier. De ton collier, voilà, qui relativise la place hégémonique de la France insoumise au sein de la gauche. Donc ça, c'est l'objectif du Parti socialiste et ils y travaillent. Mais pour l'instant, les cartes sont distribuées en partie du côté du gouvernement, en partie du côté des partenaires des écologistes et des communistes. Qu'est-ce qu'ils feront? C'est très important sur le plan symbolique, parce que c'est eux qui permettront ou non aux socialistes de faire cet éventuel pas de compromis avec le reste. Et puis troisièmement, c'est aussi, comme tu l'as dit, les syndicats, est-ce qu'on va fracturer le front syndical? Ça a aussi beaucoup d'importance. Enfin, on est dans un moment extrêmement difficile, sensible et qui va déterminer les rapports de force au sein de la gauche pour le futur, pas pour toute la vie, mais en tout cas ça va peser lourd sur la survie du gouvernement de Bayrou, mais aussi sur les équilibres au sein de la gauche. Juste un mot, moi, sur le Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste, il faut aussi le savoir, va rentrer dans quelques mois en congrès, donc il y a un vrai enjeu pour Olivier Faure de savoir s'il va pouvoir être à nouveau le patron de ce parti. Est-ce que c'est lui qui va... oui, mais c'est pas simplement lui. C'est plutôt est-ce que le PS reste arrimé au nouveau Front Populaire et à la gauche. Voilà. Mais t'as dit le PS a mis 10 ans à se réarrimer à la gauche et à ce qu'on puisse dire à nouveau le PS est un parti de gauche et n'est pas parce qu'il y a eu François Hollande puis après le macronisme, donc tout était un peu tout partait dans tous les sens au PS. Là ils ont réussi via la NUPES mais aussi après surtout renforcé avec le NFP à dire non, en fait on appartient à la gauche. Et là j'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt pour eux de dire tiens, on va se réarrimer à Macron, Macron. Eux, ils pensent pas se réarrimer à Macron. Je sais, non mais attends, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que monter dans un bateau qui est genre le Titanic, littéralement, je veux dire le macronisme, plus personne n'y croit, on sait très bien que d'ici 2 ans c'est fini, emballé c'est pesé, et même à l'intérieur, les acteurs principaux sont en train de chercher comment est-ce que on s'éloigne du macronisme. Donc je vois pas trop l'intérêt pour eux de monter dans ce bateau. Mais comme tu le dis, ils essayent de faire la démonstration qu'ils peuvent obtenir des victoires. Et c'est ça toute leur difficulté, parce que c'est très fin. C'est-à-dire que ils veulent dire non mais nous on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, on n'est pas des macronistes, on n'est pas des bayrouistes ou je sais pas quoi, mais
on est capable de faire que on n'est pas la gauche du tout ou rien. Voilà. Ce qu'a dit Faure, c'est que nous ne sommes pas la gauche du tout ou rien. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils appartiennent à la gauche parce qu'ils ont le même objectif qui est l'abrogation de la réforme des retraites, mais ils n'ont pas la même méthode. Et cette méthode, ils veulent, qui est la discussion, le compromis avec le gouvernement, peut porter ses fruits. Moi, je pense que c'est un peu compliqué dans le moment actuel parce que ok, ils vont peut-être obtenir une victoire ou une semi-victoire qui serait ce gel, mais il y a aussi des dynamiques générales en fait, duquel nécessairement ils s'extrairaient. Et d'ailleurs, rien que d'aller à ces réunions, les extraits en fait d'une dynamique générale de la gauche, qui est une opposition claire, nette et sans bavure à ce que fait Emmanuel Macron depuis maintenant 8 ans. Et là, ils disent, bon, en fait, finalement, Emmanuel Macron, on peut peut-être obtenir des choses de lui. Alors que on a vu depuis 8 ans qu'on ne pouvait rien obtenir de lui. Moi, et que moi, en fait, ce qui me terrifie le plus, c'est que peu importe les victoires qu'il réussirait à obtenir, que ça soit un gel 6 mois, 2 ans, etc. Moi, j'ai toujours l'impression que ce serait une victoire à la Pyrrhus. Que Emmanuel Macron chercherait tous les voies et moyens pour, même s'il dit demain, ok, il y a un gel, qu'en fait, dans 6 mois, on se rende compte que il y a un loup, il y a un flou, et que, en fait, on s'est fait avoir parce que la réforme des retraites, elle va quand même être appliquée, et il aura réussi à ne pas obtenir, tu vois, la censure le 16 janvier. Et c'est pas la première fois qu'il nous aura fait ce coup de Trafalgar. Alors, si on regarde du point de vue du Parti socialiste, j'ai dit la première chose, c'est qu'ils veulent être une alternative à Jean-Luc Mélenchon, ou à tout le moins reconstruire un espace social-démocrate au sein de la gauche. Ça, c'est rien à en redire, c'est normal. Je veux dire qu'ils veuillent porter et que il n'y ait pas que une hégémonie de la France insoumise. Je pense que les écologistes et les communistes espèrent eux aussi porter davantage plus haut leur approche. Ça, c'est la première chose. Ils théorisent que la gauche ne peut accéder au pouvoir en France que s'il y a un pôle social-démocrate et que si ce pôle social-démocrate est dominant. Donc ils en sont convaincus que c'est une condition du retour de la gauche au pouvoir. Donc il faut bien qu'ils fassent émerger une autre manière de concevoir le combat politique de gauche à côté de celui que porte la France insoumise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont convaincus, on en a déjà parlé ici, qu'une élection présidentielle anticipée rapide porterait Marine Le Pen au pouvoir. Ils ont quelques arguments quand même pour penser cela. Les sondages sont vraiment pas très bons en ce moment. C'est même moins qu'on puisse dire. Donc les hypothèses. Alors moi je pense que ça n'a pas beaucoup de sens de raisonner sur ce terrain des sondages, parce qu'une élection présidentielle, c'est une dynamique politique et que on peut pas projeter simplement comme ça. D'ailleurs, tout le monde pensait que le RN aurait la majorité à l'élection de cet été. Il ne l'a pas eu précisément parce qu'il y a eu une mobilisation. Et le point que formalise Jean-Luc Mélenchon, c'est que la France n'est pas prête à voter pour Marine Le Pen. Donc, les socialistes pensent qu'une élection présidentielle conduirait à l'accession au pouvoir de l'extrême droite, ce qui doit être à tout prix évité. Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise pensent qu'il y a du ressort dans le pays pour l'empêcher, la preuve par ce qui s'est passé au mois de juillet. Moi, je mettrais comme bémol dans l'appréciation des socialistes, c'est que moi, je veux bien qu'on ne fasse pas des élections présidentielles précipitées et anticipées. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je crois qu'il faut un débat politique profond parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter et que donc il faut le temps que des propositions soient mises sur la table. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'attende pas, parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans 2 ans, la situation serait fondamentalement différente d'aujourd'hui. Or, on ne peut pas dire qu'il se passe beaucoup de choses à gauche, en dehors des tweets. Et des plateaux télé. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça qui me... Tout à l'heure, je disais ma consternation, mais vraiment, je ne vois pas, si je projette... on vient quand même passer un peu plus de 6-7 mois depuis l'élection de cet été, il s'est à peu près rien passé. Et si on fait le bilan de la NUPES, excusez-moi, mais si on est comme des cons là au moment de discuter de la réforme des retraites et que la gauche n'est pas du tout convergente sur une proposition, c'est parce que on s'en est tenu à
refus de la réforme Macron, et on ne parle de rien d'autre parce qu'on n'est pas d'accord. Mais ne pas être d'accord, ça demande d'être discuté pour essayer d'aboutir à une proposition. La gauche ne fout rien, franchement. Elle ne fout rien sur rien. Donc, dans 6 mois, je vois pas très bien pourquoi est-ce que on serait dans une situation, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans en 2027, pourquoi on serait dans une situation infiniment meilleure. Et le troisième élément qui doit rentrer également en ligne de compte dans la réflexion, c'est que la crise politique inquiète beaucoup les Français. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu un sondage, là je l'ai plus sous les yeux. Verian, ouais, pour je sais plus qui, pour ce Public Sénat, je sais plus pour quel organisme, qui montre l'état d'esprit des Français. C'est absolument affligeant, catastrophique, mais à un niveau incroyable. C'est-à-dire les gens ont peur, sont inquiets, ont honte, sont en colère, tous les termes qui ressortent expriment un état d'esprit vraiment de lassitude et d'inquiétude, et que passer par pertes et profits, le fait d'avoir un budget et d'avoir un État dirigé, ça n'est pas du tout l'état d'esprit des Français. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ça, et moi je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des problèmes de ne pas avoir des décisions qui sont prises. Je ne suis pas favorable à ce qu'on recommence à être dans des censures, des budgets rejetés, des élections anticipées, des référendums pour savoir si on peut dissoudre l'Assemblée nationale, etc., etc. Là, il faut qu'on arrive à trouver une solution qui permettent de prendre acte que la gauche n'est pas majoritaire, mais que la gauche est arrivée première aux élections législatives, et que donc il faut élaborer un budget dans des temps. Alors hier j'ai écouté Coquerel sur BFM qui expliquait assez bien qu'il y aurait pu avoir la décision de prendre quelques mesures conservatoires pour se donner le temps d'élaborer un nouveau budget. Je pense que ça c'est une bonne attitude, une bonne proposition, c'est-à-dire donc on prend les décisions qu'il faut prendre immédiatement, au lieu de dire qu'on repart du vote du budget du Sénat, c'est-à-dire le vote du budget Barnier plus droite, et on se donne le temps d'élaborer. Mais on ne peut pas, en tout cas, c'est pour ça que j'ai trouvé bien l'intervention de Coquerel, parce qu'il disait une proposition qui débouche sur une solution politique pour aller vers un budget. On ne peut pas considérer que c'est pas important. Et que donc manier l'idée de la censure et de la chute du gouvernement avec légèreté, je ne suis pas d'accord avec ça non plus, quoi. Donc voilà, je pense que tout ça doit être fait partie, évidemment, des réflexions et de nos attentes. Nous, le peuple de gauche, qui regardons nos dirigeants vénérés s'agiter à brasser de l'air, quoi, franchement. Bon, bref. Sur ces bons mots, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.